Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la santé mentale au travail. Nous sommes ensemble en 45 minutes et je suis Elisabeth Fuchs, directrice de projet diversité inclusion au sein des entreprises de la cité, en charge de la charte de la diversité. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la charte de la diversité et c'est aujourd'hui le second webinaire de l'année 2025. Nous allons parler aujourd'hui de santé mentale au travail. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous rappelle simplement le précédent webinaire et les webinaires à venir pour cette année 2025. Donc, nous avons traité du sujet des fondamentaux de la diversité le 23 janvier dernier. Certains et certaines étaient connectés. Le replay sera à votre disposition via la prochaine newsletter de la Charte de la diversité. Nous sommes aujourd'hui sur les questions de santé mentale au travail. Le 11 mars prochain, nous parlerons des postes à responsabilité du plafond de verre sous un angle égalité femmes-hommes. Le 3 avril, nous parlerons des défis de l'intergénérationnel en entreprise, comment toutes ces générations travaillent entre elles, quels sont les stéréotypes qu'on peut avoir sur les jeunes, sur les seniors, est-ce que chacune et chacun d'entre nous entre dans sa catégorie d'âge par rapport à ces stéréotypes qu'on lui attribue et comment chacun d'entre nous a besoin de travailler dans ce collectif, dans l'entreprise. Le 3 juin, nous parlerons de diversité religieuse en entreprise, puisque la liberté religieuse s'applique dans l'entreprise privée. Celles et ceux qui sont dans des structures publiques ou à mission de service public, où vous êtes en revanche en contexte de neutralité. Nous allons aborder toutes ces questions-là, puisqu'en termes de statut, les organisations signataires de la charte de la diversité sont diverses. Nous avons aussi bien des organisations publiques que des associations et des entreprises privées. Le 1er juillet prochain, nous nous retrouverons autour des questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Le 14 octobre, autour de la question des origines et des discriminations. Le 4 novembre, sur les sujets de neurodiversité en entreprise. Et le 2 décembre, encore une fois, autour de la santé mentale, mais plus précisément sous l'angle des discriminations. Aujourd'hui, nous parlerons davantage de définition du sujet, d'organisation de travail et de comment chacun et chacune d'entre nous peut agir. Ces webinaires donc, font tous l'objet de replays et sont mis à disposition des différents interlocuteurs, des organisations signataires de la Charte de la diversité, par le biais notamment des newsletters de la Charte qui sont adressés tout au long de l'année. Donc vous n'aurez pas le replay immédiatement après cette séquence, mais vous l'aurez dans le cadre de l'envoi de la newsletter de la Charte. La prochaine est prévue courant du mois de février, dans une dizaine de jours. Les webinaires sont également accompagnés de fiches pratiques, un peu sous forme de fiches mémo, où vous retrouvez l'essentiel des points à retenir. Alors au programme ce matin, nous allons parler donc de santé mentale, c'est le sujet du jour, chiffres clés et enjeux, voir à quel point ce sujet est important et dans quelle mesure il est important pour les organisations et pour les individus. Voir aussi de quoi on parle lorsqu'on parle de troubles psychiques, de bien-être ou de mal-être psychique, les différentes définitions. Identifier les différents facteurs qui influencent la santé mentale au travail. On va aborder la question des risques psychosociaux notamment. Et puis comment agir, comment les organisations peuvent agir et comment les salariés, chacun et chacune d'entre nous, peut également agir au quotidien. Alors, quelques chiffres clés et puis également les enjeux de ce sujet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la santé mentale a été définie grande cause nationale 2025, donc ça a été confirmé tout récemment par le gouvernement et c'est une bonne chose, puisque la santé mentale est le premier problème de santé publique en France. Aujourd'hui, une personne sur 5, un Français sur 5, ça représente 13 millions de personnes, sont touchés chaque année par un problème psychique ou un problème de santé mentale. Un problème de mal-être ou problème plus significatif de troubles psychiques d'une gravité plus ou moins forte, une sévérité plus ou moins forte. C'est donc 20% de la population et aussi leurs proches.
puisque lorsqu'une personne souffre d'un trouble psychique, leurs proches vont également être concernés, touchés et donc vont devoir les accompagner. On parle dans ce cas de père aidance, donc les aidants d'un proche vivant avec un trouble psychique, qui peut être d'ailleurs permanent ou pas, hein. Lorsqu'on parle d'épisode dépressif, on parle bien d'épisode et ça ne dure pas toute une vie. 64% des Français déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique dans leur vie, justement. Lorsqu'on parle de dépression, par exemple, c'est 20% des individus qui, à un moment donné, au cours de leur vie, vont connaître un épisode dépressif. Heureusement, ça ne va pas durer toute la vie, mais voilà, ça peut concerner chacun et chacune d'entre nous et nous avons des capacités de résilience variables en fonction de nos personnalités, de nos contextes, c'est des choses que nous allons voir. Les jeunes sont d'autant plus concernés, on est jusqu'à 75% de personnes déclarant avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique chez les moins de 35 ans. Alors peut-être aussi que chez eux, la conscience du sujet est plus forte, en tout cas leur déclaration sur le sujet est plus forte, peut-être moins de tabou. Parce qu'on va aussi parler de ce sujet du tabou. Donc c'est un sujet quand même massif qui nous concerne tous. Et puis, vous voyez en rouge, c'est le suicide est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Alors pourquoi on l'indique là? Eh bien parce que vous avez aussi cette population dans les entreprises, hein, les moins de 35 ans, qui vont être, particulièrement concernés par les problématiques de santé mentale et il faut être particulièrement, vigilant, sur ces sujets-là. Pourquoi le sujet a été également défini comme, grande cause nationale? Eh bien parce que ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux entreprises, aux organisations, ça nous coûte cher à chacun et à chacune, d'entre nous aussi pour des questions de mal-être. Le coût des troubles psychiques à la société a été estimé à 160 milliards d'euros. C'est un peu plus que 3 du PIB. Donc nous sommes face au premier problème de santé publique, c'est plus fort que les maladies cardiovasculaires ou que les cancers. Et malgré tout, c'est un sujet sur lequel la stigmatisation est encore forte. C'est un sujet tabou, je le redis, hein, qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, mais dont on parle, difficilement. De plus en plus quand même, hein, depuis, on va dire quelques mois, c'est quand même une thématique qui ressort pas mal dans la presse et c'est une bonne chose d'en parler. Alors côté entreprise, côté organisation, hein, qu'elle soit entreprise publique, privée, comment ça se passe? Aujourd'hui, un salarié sur 4 déclare être en mauvaise santé mentale. Donc c'est 25% des effectifs, c'est considérable. Ce sont les chiffres qui sont sortis tout récemment de l'étude Calisocial Ipsos, qui a été, communiquée en fin janvier dernier. Donc 25% des collaborateurs, des collaboratrices des entreprises se déclarent en mauvaise santé mentale. La santé mentale est la première cause d'arrêt maladie en France, c'est à peu près 22% des arrêts maladie, hors les arrêts maladie ordinaires, hein, qui peuvent être liés à une grippe ou à des choses, moins significatives. Donc première cause d'arrêt maladie, notamment de longue durée. 42% des effectifs présentent de la détresse psychologique, pardon, des actifs présentent de la détresse psychologique qui peut être accompagnée de dépression et d'épuisement, liés pour 80% d'entre eux au travail. Donc on fait un lien directement avec le travail, et donc des situations de détresse psychologique qui sont signalées et déclarées par les actifs. Et voyez bien autour de vous dans les équipes, vous avez 15% actuellement des actifs qui se déclarent en détresse psychologique élevée, sévère, donc avec un risque fort. Les salariés souffrant de troubles psychiques ont augmenté, le nombre a doublé en 12 ans. Vous avez, Santé publique France qui suit en fait les courbes, sur la santé mentale et vous voyez que cette courbe, a augmenté de manière très significative, hein, doublé en 12 ans entre 2007 et 2019. Ça, ce sont des stats d'avant Covid, et ça va encore on verra que ça va s'aggraver, après le Covid. Et 91% des salariés français considèrent l'attention portée à la santé mentale comme un choix important comme un élément important dans le choix d'un employeur. Également, ce sont des choses qu'on verra un petit peu plus tard. C'est des questions de marque employeur, d'image d'entreprise. Une entreprise qui, agit sur ces sujets-là va être plus attractive qu'une autre vis-à-vis de ses candidats. Alors ça va mal pour les collaborateurs, mais ça va mal également pour les dirigeants. Pour différentes raisons, notamment parce que ce sujet est tabou,
mais c'est aussi parce que les dirigeants parfois, négligent un petit peu leur santé, ne vont pas consulter à hauteur de ce qu'il faudrait faire. Différentes études, sont également, sorties sur ce sujet-là. Alors, une étude, l'enquête Choiseul auprès de 650 dirigeants qui est sortie tout récemment en novembre 2000, enfin sur la période novembre 2024, janvier 2025, qui nous révèle que 75 des dirigeants ressentent des symptômes de stress au moins une fois par semaine. Vous avez à peu près 36 qui déclarent, en vivre plusieurs fois par semaine, et parmi les causes, on a des causes, qu'on peut assez, aisément identifiées, celles de la charge de travail, de la gestion des ressources humaines qui ne sont pas nécessairement très aisées, alors d'autant moins en France avec, des dispositifs administratifs un peu complexes, et puis également la pression financière qui va, en s'accentuant, étant donné notamment les circonstances, politiques et économiques, actuelles, donc avec une certaine pression, vécue et partagée par les dirigeants. 64 d'entre eux, 2 dirigeants sur 3, considèrent encore la consultation d'un professionnel de santé, d'un psy, hein, comme un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dire, on ne va pas le faire, c'est des choses, voilà, qui sont encore, du domaine du tabou, et l'objectif, de ce temps d'échange, entre nous, et du fait que la santé mentale soit désignée grande cause na de santé, au niveau national, c'est de sortir de ce tabou, de façon à ce que les personnes puissent en parler beaucoup plus librement. 24 Alors, autre étude, hein, BPI, France, et avec la fondation MMA également, réalisé une étude courant 2024, indiquant que 24 des dirigeants de TPE, PME et ETI, alors les ETI, ce sont les entreprises de taille intermédiaire, affirment avoir une santé mentale passable ou mauvaise. Donc, c'est un peu comme les salariés, hein. Vous êtes comme les actifs, hein, 24 des dirigeants, 1 sur 4, ont une santé mentale passable ou mauvaise. Et vous avez une lecture également par secteur d'activité. Alors, côté dirigeant, ce sont surtout les secteurs du transport, de l'agriculture, ça ne vous étonnera pas, et de la construction, qui sont identifiés comme des secteurs, compliqués pour les dirigeants, également parce que les indicateurs économiques ne sont pas forcément au vert. Au niveau de la construction, on a un déficit actuellement, l'activité qui se ralentit. L'agriculture, c'est à la fois la question de la charge, du stress, et des aides, qui ne viennent pas forcément. Vous avez tous vu, hein, les grèves avec les tracteurs allés en ville, ou les panneaux retournés. C'est quelque chose, qui s'inscrit dans la durée, et qui met les dirigeants en difficulté. 32 des dirigeants de TPE, PME et ETI ont renoncé à aller voir un médecin dans, l'année passée, et 60 par manque de temps. Donc, conscience qu'on va mal, et pourtant on ne va pas voir de médecin, et notamment parce qu'on n'a pas le temps. Donc en fait, la santé est un peu mise de côté au détriment de l'activité économique, ce qui est, absolument dommage. Également, ce que nous révèle l'étude BPI, c'est que, les dirigeants ont du mal à parler de leurs problématiques de santé, à leurs proches. Lorsqu'ils en parlent, ils vont en parler, à leur famille en priorité. Ça peut être, à leur, direction administrative et financière, ça peut être à la DRH ou au DRH, et 13 d'entre eux n'en parlent absolument pas à personne, et vont, cacher la situation. Ça peut être, dans les cas dans cette étude-là, des problématiques de santé physique ou mentale, mais avec une forme de secret et d'isolement. Et évidemment, comme les dirigeants s'occupent peu d'eux-mêmes, eh bien, ils vont pas tellement s'occuper non plus de leurs entreprises, en l'occurrence, sur ces sujets-là. C'est l'étude, donc de l'enquête Choiseul qui nous le révèle. Dans les PME et TPE notamment, peu de mesures et d'actions concrètes. 61 des entreprises ne disposent d'aucune mesure formelle pour soutenir la santé mentale. Donc rien du tout, rien n'est fait. Et autre chiffre à retenir, 55 des dirigeants de TPE se disent que ce serait une bonne chose de le faire, mais ne disposent de rien actuellement. Donc l'idée, c'est voilà, pour eux, c'est d'identifier ce qu'ils pourraient faire, heu, mais faute de temps, faute d'énergie, faute peut-être de ressources en interne, rien n'est fait à ce stade. Alors pourquoi agir? Les enjeux sont très nombreux. On a déjà parlé d'enjeux économiques à l'échelle du pays, hein, donc 160 milliards d'euros. C'est le coût de la santé mentale, en France. Vous avez différents types d'enjeux sur ces questions de santé mentale. Les enjeux humains,
c'est tout simplement la santé des salariés, leur bien-être, la préserver. C'est la qualité des conditions de travail, les conditions dans lesquelles chacun, exerce son activité, voilà, que ça se passe dans de bonnes conditions. Vous avez un enjeu juridique fort, c'est simplement une obligation légale, hein. L'employeur doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc c'est une obligation légale qui est inscrite dans le code du travail, l'article 4121-1 du code du travail. Chaque employeur doit assurer une prévention, une information, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, notamment dans le cadre du webinaire. On s'informe sur la santé mentale, des formations, et puis évaluer les différents risques à noter dans le document unique d'évaluation des risques, hein, le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP, obligatoire depuis 2001. Donc voilà, obligation juridique pour toutes les entreprises, toutes les organisations, à partir du moment où elles emploient un collaborateur ou une collaboratrice. Économique également, donc on a parlé du coût au niveau macro, les arrêts de travail et l'absentéisme ont un coût très significatif pour les entreprises. Une étude de 2023 a indiqué un coût moyen de la santé mentale, pour une entreprise à peu près de 3 000 € par an par salarié. Donc pour une entreprise de 1 000 salariés, vous êtes à peu près sur 3 millions d'euros. Pour une entreprise de 30-35 collaborateurs, c'est 90 000 à 100 000 €, le coût de la santé mentale. Alors ça reste variable, hein, c'est un coût moyen, il va varier entre 1 000 et 5 000 € par collaborateur en fonction des secteurs d'activité, du contexte de l'entreprise, de l'âge moyen des équipes, donc c'est des choses à affiner. Si vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter l'étude TIL 2023. Également des questions organisationnelles RH, eh bien c'est la gestion de l'absentéisme, la gestion des arrêts de travail, le turnover, donc si des personnes craquent à un moment donné, ben c'est aussi, devoir recruter d'autres personnes. On sait que le coût d'un recrutement, d'un remplacement de personnes, c'est à peu près, 15 000 €. Et puis, question d'attractivité de marque employeur, l'entreprise, dont la réputation est de ne pas bien traiter ses collaborateurs peut peut-être aussi moins attirer les candidats. Vous connaissez certainement Glassdoor et les évaluations faites par les actifs, sur ces plateformes-là. Eh bien, ça peut avoir, un impact négatif en matière d'attractivité. Alors, qu'est-ce que la santé mentale plus précisément? Intéressons-nous à ce sujet-là. De quoi on parle? S'il s'agit de définir la santé mentale, on va d'abord démarrer par la définition de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 1946, la santé est un état complet de bien-être qui a plusieurs sphères, hein. On a le point physique, qui est le point peut-être le plus évident, le champ mental et le champ social. Donc ce n'est pas seulement une absence de maladie ou une absence d'infirmité, c'est quelque chose de plus global qui va recouper ces trois champs, donc bien-être physique, bien-être mental et bien-être social. Au niveau de la santé mentale, donc on parlait d'un bien-être, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel parce qu'on est en équilibre, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive, pour apporter une contribution à la communauté. Si on va mal, si on n'est pas en situation de bien-être, on va avoir plus de difficultés à travailler avec succès et à apporter une contribution à la communauté. Donc dès 1946, l'OMS avait défini ce champ de la santé mentale. C'est pas, encore une fois, comme d'autres sujets de la diversité, c'est pas les autres et nous, c'est nous tous. Nous avons tous une santé mentale qui peut être, très bonne et qui peut parfois se dégrader par rapport à certains contextes, certaines situations, nous allons le voir. Donc c'est bien plus que l'absence de troubles ou de handicap psychique. C'est pas parce qu'on n'a pas de handicap psychique, de RQTH ou de troubles psychiques, diagnostiqués, que pour autant on n'a pas une santé mentale qui peut être parfois, dégradée par rapport à des situations de la vie ou alors qui peut être, parfaitement bonne et parce on l'a entretenue. Vous avez différents déterminants de la santé mentale qui, pour certains, ont trait à l'individu uniquement et puis après vous avez des faisceaux un peu plus larges, facteurs sociaux, économiques, facteurs sociétaux. Alors pour ce qui a trait, spécifiquement à l'individu, on est, ben, dans des facteurs, biologiques,
psychologique. Chacun né différent et c'est lié également au parcours de vie de chacun. Et puis on a ensuite nos proches, les personnes avec qui, nous passons le plus de temps, nos proches au niveau des familles, des amis, au niveau également ensuite des collègues de travail et qui vont avoir un impact sur notre santé mentale. Et puis la situation économique aussi de chacun d'entre nous. Selon la situation dans laquelle on se trouve, on va être plus ou moins, bien parce que, pas stressé, pas inquiet par ces facteurs-là. Ou alors au contraire, très stressé parce qu'au niveau économique, on n'a pas toutes les conditions pour bien vivre. Et puis vous avez de manière plus large, les facteurs, sociétaux et environnementaux. Actuellement, on est, dans une situation de crise, assez protéiforme, crise, environnementale, crise, économique, risque de conflit et cetera. Tous ces éléments sont très anxiogènes et peuvent avoir un impact, notamment pour ça auprès de certaines personnes, qui, prennent ces informations, en direct et savent pas forcément, comment les gérer. On a tous envie de faire des choses et puis parfois on se dit: «Bah, comment faire?» Donc ça a un impact également sur notre santé mentale et l'environnement de travail, les conditions de travail vont avoir un impact. Donc les déterminants de la santé mentale sont multifactoriels, elles tiennent à la fois aux individus et au contexte dans lesquels, chacun d'entre nous, va vivre. Alors lorsqu'on parle de troubles et de souffrances psychiques, de quoi va-t-on parler? Plus précisément? Alors on vous a mis quelques photos de personnes célèbres qui ont, communiqué sur leur santé mentale pour aussi sortir, du tabou. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont des sujets importants et que ce sont des sujets qui ne sont pas encore suffisamment portés. Vous, les reconnaissez certainement et d'ailleurs leur nom figure, sur l'écran. La toute première sur l'écran est Britney Spears qui est devenue malgré elle un symbole de ces stars en souffrance psychique. À la fin des années 2000, l'affaire autour de sa tutelle a joué un rôle déclencheur, sur ces sujets-là. Donc c'est la première dont on a parlé de manière assez large. Vous avez ensuite d'autres personnes publiques qui ont communiqué sur, leur situation de santé mentale ou sur leur fragilité. Par exemple, Catherine Zeta-Jones qui s'est fait un peu porte-parole des sujets de bipolarité, comme Selena Gomez aussi, sur ces questions de bipolarité avec l'importance de sortir du tabou et elles le disent et puis tout simplement de se faire aider. Également, dans les sportifs, Naomi Osaka, qui est une star de tennis, qui a révélé son mal-être psychique en quittant avec un certain fracas, Roland-Garros en plein tournoi, en révélant des problèmes d'angoisse et de dépression. Bradley Cooper, qui a lui-même, révélé des problématiques d'alcool et de drogue. Vous voyez là dans chaque situation des troubles différents, mais toujours avec leur volonté à chacun d'entre eux de déstigmatiser et puis de dire que là, c'est important d'en parler, sortir du tabou et de se faire aider. Lady Gaga, de son côté, souffre d'un trouble de stress post-traumatique, lié à des, abus sexuels, qu'elle a subis durant sa jeunesse. Donc elle est encore sur un autre type de trouble. Stromae, dont tout le monde a parlé, notamment avec sa chanson sur la dépression, lui, souffre de troubles psychiques, notamment, suite à la prise d'un traitement antipaludisme depuis 2015, qui donc a déclenché des sérieux effets secondaires. Vous avez également, Benoît Poelvoorde ou Muriel Robin qui souffrent de dépression, en ont parlé largement dans le cadre de leurs interventions publiques. Et puis, Martin Fourcade, donc sportif de haut niveau, biathlète et qui a, communiqué notamment sur la question du burn-out sportif et qui est très engagé aujourd'hui sur les questions de santé mentale et de bien-être, global. Donc voilà des personnes publiques qui s'expriment sur le sujet, ce qui permet de démystifier un peu et puis d'en parler plus facilement. Alors à connaître aussi sur ces sujets de santé mentale, la boussole de la santé mentale que certains d'entre vous connaissent peut-être, hein, si vous êtes spécialiste de ce sujet. Je vous invite d'ailleurs aussi à jeter un œil au site Psycom, qui est un site, ressource, vraiment fantastique et vous avez sur ce site la boussole de la santé mentale qui permet de bien distinguer les questions de diagnostic médical par rapport à des troubles psychiques et celui de ressenti psychique entre le bien-être et le mal-être.
Et chacun d'entre nous navigue dans tout ça avec, en fonction des situations qu'on va rencontrer, en fonction de notre contexte, notre personnalité, et cetera, de nos choix. On va naviguer entre bien-être, mal-être et puis la situation n'est pas forcément voilà, la boussole ne va pas forcément indiquer toujours la même orientation. Sur l'axe horizontal, vous voyez l'axe médical avec, un diagnostic, de trouble psychique qui peut être établi, notamment par un médecin. Toutes les personnes souffrant d'ailleurs de troubles psychiques ne font pas l'objet de diagnostics, médicaux. Parfois, c'est fait tôt dans l'enfance, parfois ou dans l'adolescence. C'est souvent au moment de l'adolescence que les troubles se déclenchent. Parfois, vous avez des adultes, qui souffrent de troubles psychiques sans être forcément diagnostiqués. Voilà, donc le diagnostic n'est pas forcément, systématique. Ça peut aider en revanche pour se soigner, et d'ailleurs en se soignant, on rebascule, du côté du bien-être. Donc axe médical premier niveau, et puis également ressenti psychique, vous avez des personnes qui n'ont pas du tout de troubles psychiques diagnostiqués, qui sont, au niveau médical, tout à fait bien, mais les situations de la vie font que, bah, parfois on va moins bien, qu'à d'autres moments et c'est lié, à, bah, différentes, crises qu'on peut traverser. Ça peut être des deuils, ça peut être, voilà des choses personnelles qui nous affectent beaucoup et donc on ne va pas toujours bien. Donc important de distinguer ces différentes, situations qui nous concernent, tous. Une petite image aussi en bas, c'est le cosmos avec une fusée qui se déplace entre, au niveau de l'espace et puis qui va rencontrer différentes planètes avec, toutes les situations, qui peuvent nous affecter dans la vie, que ce soit encore une fois, hein, le deuil, des séparations, une perte d'emploi, ces situations qui vont nous affecter et la vidéo explique très bien, comment, chacun d'entre nous, navigue dans cette sphère de la santé mentale. Donc ces différentes ressources sont disponibles sur le site de, Psycom. Alors au niveau des troubles psychiques, de quoi on parle? Vous avez différents types de troubles qui peuvent être exister, qui sont donc diagnostiqués ou pas. À savoir en France, 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. On a parlé, en début de webinaire de 13 millions de personnes qui peuvent, souffrir de troubles psychiques au cours de l'année, mais pas forcément de façon sévère ou diagnostiquée. Là, vous avez, la statistique, hein, sur les troubles, psychiques, sévères et puis dans les troubles, eh bien, vous avez toute une série de choses, l'anxiété, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de stress post-traumatique, on l'a évoqué avec Lady Gaga. Vous avez aussi des troubles de conduite alimentaire, des troubles addictifs, des troubles de personnalité borderline qui ont plus de difficultés à gérer les émotions, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs qui sont particulièrement significatifs ou les troubles schizophréniques. Si vous souhaitez, étudier plus spécifiquement ces différents troubles, je vous invite, également à consulter le site Psycom qui détaille tout ça et puis qui vous voilà, précise, dans quel contexte, ces troubles peuvent, apparaître. Alors, lorsqu'on parle de souffrance psychique et de mal-être psychique, on est dans une situation, où voilà, cette souffrance va apparaître dans des circonstances et qui peuvent faire basculer l'individu dans une maladie somatique ou psychique. Elle va être d'intensité variable selon les individus, selon leur capacité aussi de résilience. Ce qu'il faut noter donc, c'est, différentes causes qui peuvent les déclencher, des événements de vie dont on a parlé, les deuils, séparations, perte d'emploi, des maladies. Les conditions de vie et de travail difficiles, ça peut être un manque de soutien au niveau professionnel, par exemple. L'isolement social et affectif, la précarité, des fragilités psychologiques ou une vulnérabilité individuelle, ou bien la consommation excessive d'alcool ou de drogue qui peuvent accentuer les troubles. Donc différents, facteurs qui vont les déclencher. Et comment les reconnaître? Alors vous avez, différents signaux. On parle parfois de signaux faibles, mais aussi parfois de détresse, psychique. Des signaux, donc de l'ordre émotionnel, comportementaux, cognitifs, physiques, sensoriels. Ça peut être de la tristesse, de la peur, de l'irritabilité, un sentiment de dépréciation de soi pour les champs émotionnels. Au niveau du comportement, de l'agressivité, vous pouvez avoir, un collègue qui parfois, peut être plus agressif ou des clients ou des usagers, parce que ça va mal, donc dégradation de la santé mentale, parce que le stress est là et donc moindre capacité à voilà, gérer ses émotions, difficulté parfois à exécuter certaines, tâches quotidiennes.
Parfois, c'est aussi une difficulté à se concentrer, à raisonner, parfois on oublie, trouble de la mémoire. Le physique aussi peut être impacté par un mal-être, mental. Vous pouvez avoir, des maux de tête, des troubles du sommeil qui sont très fréquents. Il y a un manque d'appétit ou au contraire, manger beaucoup parce qu'on n'est pas bien ou des tachycardies. Donc toute une série de troubles physiques qui peuvent, déclencher par un mal-être, mental et puis des troubles sensoriels qui peuvent être comme des déficits visuels ou un trouble de perception visuelle ou auditive, parce qu'on va pas bien, dans sa tête. Alors quelques idées reçues sur les troubles, et sur la souffrance psychique. C'est pas réservé aux autres, hein, quelques phrases qu'on entend, les troubles d'anxiété, c'est réservé aux émotifs, aux petites natures, «Ah il y a pas de raison d'aller mal», et ben non, ça peut arriver à tout le monde. Ce sont des voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. L'important c'est de connaître ces signaux, qui arrivent et puis d'être aussi à l'écoute lorsque vous avez des personnes autour de vous qui expriment aller moins bien. Parfois également, on entend: «Il faut être vraiment fragile psychologiquement pour faire une dépression ou un burn-out au travail» et ben non, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver par rapport à des contextes, par rapport à des situations données. Également une idée reçue, les personnes bipolaires sont une charge pour la société et là, vous voyez quelques, personnes bipolaires, célèbres, qui n'ont pas du tout été des charges donc détrompons-nous, hein. Les personnes, qui souffrent de troubles, psychiques ne sont pas, nécessairement des charges pour la société. Au contraire, chacun a une richesse à apporter. Ce qui est important, c'est, voilà, c'est l'entraide et la conscience de ces sujets pour pouvoir aussi, heu, faire attention à soi-même. Vous avez par exemple Isaac Newton, Winston Churchill, Frédéric Chopin ou Virginia Woolf qui ont tous été, diagnostiqués, en situation de bipolarité et qui pour autant ont été extrêmement créatifs et sont, c'est très connu. Les facteurs impactant la santé mentale au travail, ils sont donc, multiformes et c'est là qu'on va aller sur le sujet des risques psychosociaux. Avant de préciser, hein, tous ces risques auxquels on peut être, confronté, je vous rappelle là la pyramide des concepts, donc, d'une situation de travail à, ces questions de RPS, santé, de qualité de vie au travail ou de bien-être. Nous sommes tous, donc au travail, dans une situation de travail avec 4 dimensions qui sont une dimension technique, les outils qu'on va utiliser, organisationnelle, relationnelle avec les collègues de travail et conjoncturelle par rapport à un temps donné, par rapport à un contexte de travail. L'entreprise, l'organisation se doit de prévenir les risques psychosociaux, donc d'atteinte à la santé au travail, les risques donc à la fois psychosociaux et techniques, les risques au niveau global. Le niveau santé de travail, c'est le niveau, supérieur, donc en prévenant les risques, on va pouvoir agir sur la santé au travail. La santé physique, en travaillant notamment sur les questions de risques, physiques, de risques de sécurité et puis les risques psychosociaux, donc en travaillant également sur ces questions de santé mentale et de santé sociale. On a ensuite les questions de qualité de vie au travail et de bien-être au travail qui sont au sommet de la pyramide. Et on entend parfois, donc des personnes sur ces sujets-là qui disent: «Voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out parce qu'il n'y avait pas de baby-foot dans les locaux ou parce qu'il n'y avait pas de cours de yoga organisés dans les locaux». Donc pensez bien, on a des entreprises, des organisations qui parfois organisent des actions de bien-être au travail ou des choses, voilà, typiquement, le baby-foot, c'est une image assez parlante. Ce n'est pas parce qu'on propose un panier de fruits ou un baby-foot aux collaborateurs que pour autant on aura sécurisé, la question des risques psychosociaux. Donc vraiment ce qui est important, c'est de s'intéresser à la partie, rose sur le schéma, travailler sur les risques psychosociaux de manière à garantir une santé au travail pour tous. Et une fois que vous avez travaillé sur ça, vous pouvez travailler sur des questions plus complète en fait, hein, sur les questions de bien-être et de qualité de vie au travail. C'est la pyramide des concepts à connaître. Au niveau des risques psychosociaux, donc ce sont des risques pour la santé physique et mentale des collaborateurs. Vous en rencontrez dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Ils vont être, liés à des conditions d'emploi, des organisations du travail ou à des relations de travail.
Parmi les chiffres clés à connaître, notamment de l'enquête d'ARES sur les risques psychosociaux, les derniers chiffres datent de l'enquête 2016-2019. Une nouvelle édition va sortir tout spécifiquement en 2025. Mais dans les chiffres à connaître d'ores et déjà, on sait que 45% des actifs déclarent devoir toujours ou souvent se dépêcher. Vous avez 27% d'entre eux qui déclarent devoir cacher leurs émotions ou faire semblant d'être de bonne humeur. Ça peut être vis-à-vis de clients, d'usagers. Voilà, on doit voilà, sourire, faire semblant que tout va bien. 20% des actifs craignent de perdre leur emploi. Donc, important, grave. 30% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours de l'année passée. Donc 1 sur 3. Et puis 9% disent devoir faire dans leur travail des choses qu'ils désapprouvent. Là, on va très vite aller dans le champ un petit peu des lanceurs d'alerte qui vont dire ou ne pas dire. Hein. On a aussi des personnes qui ne disent pas. Typiquement, les cas assez médiatisés de Boeing avec des ingénieurs qui disaient voilà, je fais des choses que je désapprouve. D'ailleurs, je sais qu'il se passe des choses dans mon entreprise. Certains, du coup, le disent. D'ailleurs, le lanceur d'alerte est protégé par le défenseur des droits. Mais vous avez 9%, hein, donc presque une personne sur 10 qui dit devoir faire des choses qu'ils désapprouvent dans leur travail. Ça peut être sur la qualité, d'ailleurs, ou sur la relation au client, à l'usager. Différents facteurs de risques psychosociaux qui sont donc précisés par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité au travail. On a les questions d'intensité de travail, d'exigence émotionnelle, de manque d'autonomie, de rapports sociaux au travail dégradé, de conflits de valeurs ou d'insécurité de la situation de travail. Alors pour aller un peu dans le détail sur l'intensité et le temps de travail, c'est les questions de surcharge de travail, d'existence parfois d'objectifs irréalistes ou flous. Ça peut être des longues journées de travail, ça peut être des instructions contradictoires, des travails en horaires atypiques, ou l'imprévisibilité des horaires de travail. On va nous demander peut-être en finissant à 18 h le soir de commencer très tôt le lendemain matin sans forcément avoir été prévenu auparavant. Donc c'est des questions de voilà, de pas forcément être prévenu et d'imprévisibilité. Question également d'exigence émotionnelle, lorsque dans certaines situations, certains collaborateurs sont en tension avec le public. Donc pour tous les métiers exposés en contact, public, ça peut être du contact avec de la souffrance humaine. Nous avons plusieurs personnes, par exemple, de France Travail connectées, eh ben, qui peuvent se dire: «Voilà, on rencontre des personnes, des bénéficiaires qui recherchent du travail, on voit que ça ne va pas bien chez eux» et ben, forcément, à un moment donné, ça va avoir un impact sur nous aussi, en tant qu'actifs. Exigence aussi de devoir cacher ses émotions, on en a parlé. Vous avez les questions de manque d'autonomie aussi, lorsque un collaborateur a peu de marge de manœuvre pour faire son travail, ou bien un rythme de travail imposé, ne peut pas développer ses compétences, ou ne peut pas participer à certaines prises de décision. Vous avez les rapports aussi sociaux au travail dégradés quand les collaborateurs, les personnes ont des relations conflictuelles avec des collègues ou avec la hiérarchie, lorsqu'il n'y a pas de perspective de carrière ou un déficit de reconnaissance. Vous avez ensuite les questions de conflit de valeurs, donc ne pas être fier de son travail, on l'a évoqué, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Et puis les sujets d'insécurité, par exemple, peur de perdre son emploi. On était sur 20%, hein, des personnes qui ont peur de perdre leur emploi. Contrat de travail précaire, restructuration, incertitude sur l'avenir de son métier. On en parle beaucoup, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Donc tous ces facteurs qui vont générer du stress, de la violence et on va y venir. Donc là, on parle de facteurs de risque. Et vous avez, une fois que vous avez identifié les facteurs de risque, vous avez les vrais risques, hein, risques psychosociaux, les violences externes par rapport à des situations professionnelles rencontrées. Ça peut être, on parlait de clients, d'usagers, des personnes confrontées à des insultes, des menaces, des agressions, des incivilités, qui sont de plus en plus fréquentes dans le monde du travail. Le stress aussi, lorsqu'on est confronté à un déséquilibre entre les contraintes et les ressources, qui peut générer d'ailleurs des burn-out, on va en parler. Et puis les violences internes, harcèlement moral qu'on peut rencontrer dans les entreprises, harcèlement sexuel, ces formes de harcèlement étant punies également pénalement. Importance d'en parler, de sensibiliser les collaborateurs et les managers à ces sujets. Et puis des conflits exacerbés dans les entreprises lorsque ces problématiques ne sont pas traitées. Les conséquences pour les salariés, on les connaît, ce sont des maladies cardiovasculaires, le stress, des troubles musculo-squelettiques, ces dépressions, anxiété, l'épuisement,
Le burn-out dont on parle de plus en plus. Alors, dans les statistiques, 71% des actifs déclarent avoir rencontrer des situations de burn-out dans leur organisation. 71% en ont vu et 30% d'entre eux l'ont subi. Voilà, donc c'est un phénomène majeur dont il faut parler et qu'il faut prévenir. Et vous avez également le cas des suicides qui a été médiatisé, notamment avec la situation de France Télécom, où tout récemment, d'ailleurs, au niveau juridique, on a parlé de harcèlement moral institutionnel avec des dirigeants qui poussaient les collaborateurs au départ. Bien évidemment, ces risques psychosociaux vont altérer la santé au travail. Ici, vous retrouvez le schéma assez global, donc des facteurs de risque, les 6 qu'on a évoqués, vers les risques, violence externe, stress, violence interne, et puis l'impact pour les entreprises, ces questions d'absentéisme, avec le coût de l'absentéisme dont on a parlé, la démotivation des équipes, le turnover, la question de l'image à l'entreprise, et des conséquences pour les collaborateurs, l'épuisement, l'anxiété, ces maladies cardiovasculaires, dépression, TMS et suicide. Donc voilà, des causes jusqu'aux conséquences. C'est un visuel qui fonctionne très bien, qui avait été défini, établi par l'INRS. Pareil, l'INRS cite ressources très, très riches pour celles et ceux qui veulent travailler sur ces sujets de santé mentale. Alors, comment prévenir les risques, maintenant qu'on les a identifiés, qu'on les a quantifiés aussi en chiffres au niveau macro et au niveau des collaborateurs? Comment agir chacun d'entre nous? Alors, une étude, c'est toujours l'étude d'ailleurs Calis Social Ipsos qui est sortie il y a quelques jours, il y a à peine une dizaine de jours, va nous indiquer que 36% des salariés, c'est-à-dire plus d'un sur 3, n'a accès à aucune action de prévention au sein de son organisation sur ces questions de santé mentale. Donc 1 sur 3. Et un salarié sur 4, 21%, a accès à un plan de prévention complet. Vous avez, notamment dans des plus grandes entreprises, certains collaborateurs qui ont accès à des plans de prévention complets. Alors, de quoi on parle? Lorsqu'on parle de plan de prévention complet, on a 3 niveaux de prévention. Vous avez la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est pour anticiper les risques psychosociaux et limiter leur apparition, donc en les identifiant. Secondaire, c'est sensibiliser aux risques psychosociaux pour limiter leurs effets. On sait qu'ils sont là, mais on va limiter les effets. Et tertiaire, les personnes ont déjà été touchées. L'idée, c'est d'accompagner les collaborateurs en situation de santé mentale dégradée. Voilà, rares sont les entreprises qui l'ont fait de manière globale. On a donc un salarié sur 4 qui a accès à ce plan de prévention complet. Les autres, 36%, n'ont parfois accès à rien du tout. C'est important de le faire vu la situation, la fréquence des problématiques de santé mentale et les enjeux dont on a parlé. Lorsque le plan est complet, le plan de prévention de santé mentale est complet, les collaborateurs en sont ravis et vous voyez au niveau statistique, plus 26% de salariés en bonne santé, plus 20% de salariés engagés au travail. Donc évidemment, une performance économique qui va s'en retrouver renforcée. Comment prévenir les RPS? Alors, on va pas pouvoir faire un sujet spécifique aux RPS, d'autant plus que le temps passe. Simplement, là, vous avez les éléments macro. Le minimum légal, c'est de compléter le volet risques psychosociaux de votre déclaration unique d'évaluation des risques professionnels. C'est obligatoire depuis 2001. J'espère que vous le faites à minima. Compléter un certain nombre de choses dans ce document unique de prévention des risques psychosociaux. C'est notamment la question de l'identification des facteurs de risque dont on a parlé. Est-ce que, par exemple, vos collaborateurs sont confrontés à des situations d'agressivité des usagers? Quel est le niveau de gravité et de fréquence de ces risques? Est-ce que vous avez des modes de prévention existants? Si, par exemple, vous avez un collaborateur qui est exposé à des clients, à un comptoir et des clients qui vont le menacer, est-ce qu'il y a, par exemple, un bouton pour prévenir, alerter et se faire aider par d'autres personnes de l'équipe qui peuvent lui prêter main forte? Est-ce que vous avez également des actions mises en place pour former les effectifs à la gestion des incidents, à la gestion des incivilités? Également mettre en place des groupes de travail RPS pour, avec les équipes concernées et selon les métiers, identifier les types de risques auxquels chacun d'entre eux sont confrontés et voir quelles sont les préventions, les modalités de prévention qui peuvent être mises en place. À faire également
si vous le pouvez, c'est mettre en place un baromètre de mesure des risques psychosociaux pour avoir le ressenti des collaborateurs et identifier des formes d'action de prévention. Donc notamment par des enquêtes menées auprès des collaborateurs, de façon, individuelle, entretien individuel et baromètre évaluation questionnaire collectif. Vous pouvez vous faire appuyer par un organisme extérieur. Vous avez également les lignes d'écoute qui peuvent être mises en place. Alors sur le site de Psycom, vous allez retrouver des lignes d'écoute existants déjà qui peuvent, être mises à disposition par secteur d'activité, par âge, par, type de métier, donc c'est tout à fait intéressant d'y jeter un œil, jeter un coup d'œil. Et vous avez également des lignes d'écoute par type de trouble. Si par exemple, vous savez que dans votre équipe, telle ou telle personne peut souffrir d'un trouble psychique et vous l'a indiqué, vous avez également des lignes d'écoute par trouble psychique, donc vraiment sur mesure. Et puis la possibilité de mettre en place une ligne d'écoute pour votre organisation plus spécifiquement. Également nécessité de former les managers, former les dirigeants. On a vu que les dirigeants n'étaient pas particulièrement bien, aidés sur ce sujet-là, notamment parce qu'ils sont encore dans cette situation voilà, de tabou. Donc former les dirigeants, les managers au sujet, les managers aussi parce qu'ils sont parmi les premiers exposés aux questions de risques psychosociaux. Sensibiliser vos collaborateurs, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer, sur ces sujets. Mettre en place des actions de santé bien-être, on en a parlé, hein, que ce soit, des activités autour du sport, du sommeil, rappeler l'importance du sommeil, des questions d'équilibre, du sport dans l'entreprise et puis mesurer les effets des actions engagées. Donc c'est un plan un peu plus, global de prévention des risques psychosociaux. Également au niveau de la culture de l'organisation, c'est pas tout, hein, de faire des plans, c'est aussi travailler sur les questions de culture. Heu, je rappelle là le chiffre du baromètre RSE du MEDEF, 58 des salariés regrettent les difficultés à évoquer avec leurs supérieurs hiérarchiques les sujets en lien avec leur santé mentale. Donc c'est important de favoriser une culture de communication ouverte, de sortir de ces voilà, cette stigmatisation, déstigmatiser aussi les consultations professionnelles. Voilà, aller voir un psy, ça ne doit pas être tabou, au contraire, l'idée c'est de se faire vraiment aider lorsqu'on en a besoin et d'encourager autant que faire se peut la flexibilité et l'équilibre vie pro, vie personnelle. Au niveau individuel aussi, chacun de nous peut être attentif, alors, penser à, réaliser des pauses, se déconnecter, participer à des activités de bien-être lorsqu'on peut, être vigilant à son hygiène de vie, à son sommeil, à son alimentation. Communiquer sur ses besoins et ses limites, oser le faire, voilà, dire: «Voilà, là c'est trop, j'ai trop de dossiers, je peux pas les faire», et essayer de voir comment gérer ça, dans le temps de manière à l'équilibrer. Se faire aider en cas de besoin, par ses collègues, par les amis, s'exprimer et puis voilà, le recours au médecin du travail, médecin généraliste ou psychologue, psychiatre, hein, donc avec les spécialistes. Je vous ai parlé des lignes d'écoute déjà, hein, qui peuvent être spécialisées, par rapport à certaines typologies de troubles psychiques par rapport au secteur d'activité, par rapport à l'âge. Vous avez des lignes d'écoute aussi plus pour les jeunes, d'autres plus pour les seniors et puis toute une série d'applications de santé mentale qui ont été développées. On peut en citer quelques-unes, Headspace, Calm, BetterHelp et puis des choses aussi pour les jeunes étant particulièrement, heu, concernés par ces sujets de santé mentale, hein. Toute une série d'applications, spécialement dédiées aux plus jeunes et soyons vigilants aussi pour les autres. Heu, je vous invite vraiment à pratiquer l'écoute bienveillante, vous mettre à disposition. L'idée, c'est de ne pas dire c'est de ne pas nécessairement dire aux personnes: «Ça va», mais de dire: «Voilà, si tu as besoin de moi, je suis là». C'est pas le même message parce qu'on peut dire: «Voilà, ça va, maintenant ça va pas». Bon, mais c'est plutôt: «Voilà, si jamais tu as des difficultés, sache que je suis là». Se rendre disponible aussi et puis exprimer autant que faire se peut sa gratitude et son soutien vers nos collègues. Voilà, cette reconnaissance qui est importante pour tous. Vous avez certainement dû entendre aussi parler des premiers secours en santé mentale, les PSSM, qui sont mis en place par PSSM France, qui apprennent à aider et des podcasts aussi que je vous invite à écouter avec toute une série d'épisodes autour des différents troubles psychiques et comment on peut apprendre à aider, ses proches et ses collègues, dans l'entreprise. Alors en conclusion, pour retenir, voilà, si on doit retenir certains points principaux,
l'importance du management respectueux qui n'est pas une option mais une nécessité dans toutes les structures. Également, l'importance de prendre des mesures préventives. De toute façon, c'est une obligation légale. Et puis aussi former les collaborateurs et les managers, les dirigeants aux signaux faibles, mettre en place les outils pour mesurer et agir sur la santé mentale des équipes. Et puis, rappelons-nous que, concilier performance et bien-être mental eh bien, ça permet de répondre aux différents enjeux qu'on a évoqués. Placer l'humain au centre, c'est vraiment important. On est toutes et tous concernés, quels que soient nos métiers, quels que soient nos postes et nos situations de travail. Pour finir, on va finir par une, citation: «Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir» et c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est, voilà, de faire en sorte d'être dans une situation où, le travail peut être une source de plaisir. Surtout, quelles que soient vos situations, faites-vous accompagner, parlez-en pour que chacun puisse se sentir bien et puis, prenez soin de vous, prenez soin aussi des autres. On est tous dans un système, on dépend tous les uns des autres. Donc vraiment, voilà, tous liés sur ces sujets-là. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure au début du webinaire, je vous rappelle les dates des prochains webinaires de la Charte de la diversité. Nous allons nous retrouver le 11 mars sur la question de l'égalité professionnelle, plus spécifiquement des postes à responsabilité et du plafond de verre. Le 3 avril sur les défis de l'intergénérationnel en entreprise. Le 3 juin sur les questions de diversité religieuse en entreprise. Le 1er juillet sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Le 14 octobre sur les origines, le 4 novembre sur la neurodiversité et le 2 décembre, encore une fois, sur la santé mentale, avec le focus sur les publics potentiellement discriminés. Merci encore à tout le monde, excellente journée et surtout en bonne santé. Au revoir.